Eduardo Anguita, poeta chileno, autor de Venus en el Pudridero, era un obsesionado y angustiado por el tiempo. Ese tema está en prácticamente toda su poesía. Y dijo: hoy digo entre estos muros, hoy dirán mis descendientes siglos después, las paredes serán destruidas, el jardín regado, cercenado, ladrado el perro, niños serán nacidos, serán viejos, serán difuntos, nuevas vísperas, nuevas fiestas, nuevas desdichas, rosas a los novios, coronas funerarias. Hoy, ayer, hoy, mañana. Reímos, yo y mi amada reímos. Juzgamos que nuestro hoy es el hoy único. Así rieron mis abuelos, y así reirán los que vengan, otros abuelos, echándonos al olvido. Si los pasados hoy son válidos, este hoy tendrá que ser válido. Si el nuestro vale, los demás son inexistentes. ¿Cuál es el hoy realmente único? Conocí personalmente a Eduardo Anguita. Yo era un niño, tenía 13, 14 años, y recuerdo perfectamente unas conversaciones al caer la noche en que Anguita se desesperaba por esta pregunta: ¿cuál es el hoy realmente único? Eduardo Anguita, poeta chilien. Ahora voy a traducirlo al francés, porque estoy en los estudios del INA, en Brie-sur-Marne, en París. Y en francés sería más o menos así: aujourd'hui, je dis entre ces murs. Aujourd'hui, diront mes descendants, siècles après. Les murs seront détruits, le jardin mouillé. Des enfants naîtront, ils seront vieux, ils seront défunts. Nouvelle vêpres, nouvelle fête, nouveau malheur. Rose pour les fiancés, rose pour les morts. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain. Nous rions. Moi et mon fiancé, nous rions. Nous jugeons que notre aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui unique. Ainsi, on rit mes aïeuls. Et ainsi riront demain d'autres aïeuls. Nous jetons à l'oubli. Si les passés sont aujourd'hui valides, ce passé aujourd'hui est valide aussi. Si le nôtre vaut ce présent, les autres présents sont inexistants. Quel est l'aujourd'hui réellement unique? Et pour parler du temps, pour essayer, à travers la poésie et la physique, de taper ce temps perdu, ici, à une nouvelle beauté avec Étienne Klein. Étienne Klein est physicien, professeur à l'école centrale, docteur en philosophie de sciences. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA. Il est auteur, entre autres livres, de Petits voyages dans le monde des quantas. Il était cette fois la révolution, Albert Einstein et les autres, et les tactiques de Cronos, ici, dans une traduction espagnole, las tácticas de Cronos. Étienne, merci beaucoup d'être ici à l'INA pour parler du temps. Bonjour. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes ce poème de ce poète chilien? Ben, je ne le comprends pas. Je sens que c'est beau, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Et surtout, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais c'est justement ça, c'est peut-être un des mystères les plus terrifiants et merveilleux, le mystère du temps. Pourquoi t'es-tu intéressé à ce mystère du temps? Mais je m'y suis intéressé tardivement. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. J'ai commencé à m'y intéresser à 34-35 ans parce que j'ai été malade. Et puis les médecins se sont trompés sur moi. Ils ont pensé que j'étais condamné à mort. Et donc pendant quelques mois, j'ai pensé que j'allais mourir. Et en fait, je ne suis pas mort. Mais après, je me suis posé la question du lien entre le temps physique, c'est-à-dire celui qu'utilisent les physiciens dans leurs équations, et puis le rapport que nous avons au temps vécu. Est-ce que c'est le même temps? Est-ce que ce sont des temps différents? Et si oui, par quoi se distingue-t-il? Et donc j'ai commencé un travail, j'ai fait un premier livre, et puis 2 ans après, j'ai trouvé que le premier livre n'était pas bon. Il a fallu que j'en refasse un autre, qui s'appelle Les tactiques de Cronos.
en pensant vraiment que ce serait le dernier. En fait, il est paru en France il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. D'accord. Et là, je me suis remis à travailler sur le temps parce que je m'étais rendu compte que j'avais pas fini, quoi. C'est un peu comme l'alpinisme, la question du temps. C'est-à-dire, on fait une course en montagne très dure, et puis on se dit qu'on commence à avoir mal aux jambes, avoir du mal à respirer. Donc on se dit c'est la dernière de toutes mes courses. Et on range les crampons. Et puis 2 jours après, on les ressort pour les réaiguiser et repartir. Ce que j'ai beaucoup aimé dans tes livres, c'est tous les chapitres du livre sont précédés par des vers de poésie et de poètes. Plus que des philosophes, il y a des philosophes aussi, mais surtout il y a des poètes. Et pourquoi ce choix? Par exemple, j'ai une édition qui est une édition très ancienne, mais je l'ai achetée au Chili, c'est la première fois que j'ai su de toi, dans la librairie française à Santiago. Et j'étais obsédé par ce thème, le thème du temps. Quand je faisais des interviews à des physiciens au Chili, c'était mon livre d'appui. Et je me souviens très bien de ces vers de Borges que tu as mis là. El tiempo es un fuego que me devora, pero yo soy ese fuego. Le temps est un feu qui me dévore, mais je suis le feu. Et pourquoi physicien Parce que le temps, c'est une question qui intéresse les physiciens, bien sûr, mais qui a beaucoup intéressé les philosophes. Et la physique, au XXe siècle, elle a produit des résultats qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire, la physique ne répond pas aux questions philosophiques, simplement parfois elle amène un élément de réponse que les philosophes doivent entendre pour réduire le champ des réponses possibles, ou parfois même l'ouvrir. Moi, il me semble que la langue commune, la langue qu'on utilise dans la vie de tous les jours, elle dit mal le temps. D'abord parce qu'on parle du temps comme on en parlait avant Galilée, c'est-à-dire avant la physique moderne, et la langue normale, la langue familière, n'a pas évolué alors que des révolutions ont changé notre représentation du temps. Tu peux peut-être montrer comment la langue dit le temps avant Galilée? Oui, mais comme aujourd'hui, on parle du temps comme avant Galilée. Simplement, il y a eu des révolutions en physique qui n'ont pas affecté notre façon de parler du temps. Et si je cite des poètes, c'est parce que, à mon avis, il n'y a que la grande poésie qui est capable de dire à propos du temps des choses fulgurantes que la langue normale ne peut pas dire. C'est pour ça que j'aime bien citer Borges ou bien d'autres poètes français ou étrangers, notamment Desnos. Robert Desnos, il a dit une phrase dans Rose c'est la vie qui est le temps est un aigle agile dans un temple. C'est beau, ça. Il essaie de... Donc aigle, c'est l'anagramme d'agile, donc aigle agile, temps et temple, c'est à peu près la même chose. Et on voit que c'est une définition qui contient des sortes de contradictions très éclairantes. Le temps, c'est à la fois ce qui passe et ce qui ne passe pas, puisqu'il ne change pas sa façon de passer. Il est agile parce qu'on ne peut pas le saisir. C'est un temple pour rappeler son caractère hiératique. Enfin, dans cette définition, il y a une sorte de condensation de tous les problèmes que la question du temps vient poser. J'ai ici ma montre, je vais l'en sortir, je vais la laisser. Le temps va passer pendant que nous parlons. Et je voudrais que tu me dises si nos montres nous disent le temps, le vrai temps. Quand on parle du temps, on pense à la montre. Et on dit la montre ou n'importe quelle pendule mesure le temps. En fait, pas vraiment. Ce que la montre mesure, c'est la durée d'un processus. Et ce qu'elle mesure, c'est pas directement la durée, mais la transformation de la durée en quelque chose qui est un mouvement spatial. Et donc on ne sait mesurer des durées que par le biais d'une transposition dans l'espace. Le mouvement de l'aiguille, ou bien un pendule, ou bien autre chose. Mais le temps, qui est ce petit moteur qui fait qu'il y a de la durée, on ne le voit jamais. C'est comme Dieu. Personne ne l'a jamais vu. C'est un peu comme Dieu, sauf que, à la différence de Dieu, la physique a pu dire des choses sur le temps qu'aucune démarche de connaissance ne peut dire sur Dieu. Donc c'est presque comme Dieu, je dirais, mais pas tout à fait. Tu racontes là-bas que ce sont les moines au monastère qui ont été les premiers à mesurer un peu avec les montres, à imposer cette manière de mesurer le temps. Comment ça s'est passé? En fait, on a tous l'impression qu'il est naturel d'utiliser le temps pour décrire des lois physiques. En fait, cette idée est une idée moderne. Elle a moins de 4 siècles. Enfin, elle a 4 siècles. C'est Galilée qui, le premier, a eu l'idée d'utiliser le paramètre temps pour rendre compte d'une loi naturelle, qui en l'occurrence était la loi de la chute des corps. Il a montré qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il tombe depuis plus longtemps. Donc la vitesse est proportionnelle à la durée de la chute. C'est la première fois qu'on utilisait le temps comme paramètre en physique. Jusqu'alors, enfin depuis Aristote, le temps n'était pas un paramètre mathématique. Les lois ne se disaient pas en termes de variation temporelle. Et donc la découverte de Galilée, c'est vraiment
l'entrée du temps dans le domaine de la physique mathématique, et c'est ça qui signe l'acte de naissance de la physique moderne. Avant, le temps, c'était juste le temps social, le temps des moines, on rythme les prières, et il faut pour ça trouver des instruments qui permettent de scander les heures d'une façon précise. Mais le temps est simplement une façon d'organiser la vie sociale, et non pas un paramètre fondamental de la nature. Donc, nous nous trompons quand nous parlons du temps toujours. Si je dis le temps passe, pourquoi c'est faux d'un point de vue physique? Ben, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai que les moments du temps se succèdent. Donc ce qu'on appelle le passage du temps, c'est le fait que le futur devient du présent, qui lui-même devient du passé. Donc il y a une sorte de glissement qui est la signature, la caractéristique principale de la temporalité. Mais comme il y a ce glissement, on dit que c'est le temps lui-même qui passe. Or, si on dit que le temps a pour fonction principale de renouveler l'instant présent, bien, ce que fait le temps, c'est que chaque instant présent est suivi d'un nouvel instant présent. Et ce renouvellement ne cesse jamais. Le temps ne s'arrête pas. Alors on devra dire que le temps qui change l'instant présent ne passe pas, puisqu'il ne cesse pas de faire la même chose. Autrement dit, ce qui change, ce qui passe, c'est la réalité, et le temps qui l'a fait passer, lui-même ne passe pas. Alors, mais le temps, donc, c'est une espèce d'infini, genre des mots, mais c'est infini, c'est une réalité hors du temps des hommes. Alors, infini, ça veut dire, en tout cas, il nous prend en sandwich, c'est-à-dire qu'il a précédé l'homme et il suivra sans doute l'homme. Ça n'est pas parce que nous mourrons que le temps s'arrête. Il s'arrête pour nous, mais il ne s'arrête pas dans le monde. Donc, le temps prend toute existence humaine en sandwich. Alors, il y a un certain nombre de philosophes, comme Kant, par exemple, qui pensaient que le temps était un a priori de la sensibilité, comme disait, c'est-à-dire que le temps était une grille de lecture que l'homme a en lui, que la conscience a en lui, et c'est la conscience qui temporalise le monde. Car tous les événements s'imprègnent dans la conscience, et étant temporalisés par la conscience, prennent pour nous l'allure de phénomènes temporels. Donc ça veut dire qu'avant la conscience, il n'y avait pas de temps. Et il me semble que le kantisme a ceci de problématique, qu'aujourd'hui, on sait, grâce à des méthodes de datation, qu'il y a eu dans l'histoire de l'univers des événements beaucoup plus anciens que la conscience de l'homme. Par exemple, la formation de la Terre, pour commencer par elle, ou même des étoiles. Donc, quel est le statut de ces événements qui sont bien antérieurs à la conscience, si le temps est tributaire de la conscience? Il y a une grande paradoxe dans cette recherche de la physique, c'est-à-dire de transformer le temps dans un objet d'étude ou le connaître. Parce que le temps, on ne peut pas le fixer dans une catégorie abstraite. La physique travaille avec l'abstraction, travaille avec les mathématiques. Et la réalité est plus vivante et plus changeante. Et comment le temps, comme vous l'avez dit, on ne le voit jamais. On ne le voit jamais directement. Ce qu'on voit autour de nous, ce sont des changements, c'est ce qu'on appelle le devenir. On voit que les choses changent. Et parce que les choses changent, on a l'idée d'une temporalité en acte. Et du coup, dans notre façon de dire le temps, nous le confondons systématiquement avec les phénomènes temporels. C'est-à-dire que quand nous voyons un phénomène qui a certaines propriétés dynamiques, on va dire que le temps de ce phénomène a les mêmes propriétés. Par exemple, si on voit des phénomènes cycliques autour de nous, la rotation de la Terre autour du Soleil ou l'alternance du jour et de la nuit, on va dire le temps lui-même est cyclique. Si on voit que notre temps psychologique se décale par rapport au temps physique qui est donné par la montre, on va dire ah bah il y a le temps physique, mais il y a aussi un temps psychologique. Autrement dit, on invente autant de temps différents qu'il y a de temporalités différentes. Évidemment, c'est un système de représentation qui est proliférant, parce qu'à la fin, on a le temps chimique, le temps géologique, le temps philosophique, le temps cosmologique, le temps physique, etc. Et le temps de l'inconscient. Voilà. Et le temps de la conscience, de l'inconscient, qui n'a peut-être pas de temps d'après Freud, enfin bref. On a plein de temps différents, et la question est comment penser tous ces temps en même temps, si j'ose dire. Et il me semble que le travail important de la physique, avec Newton, qui a repris les travaux de Galilée, ça a été de montrer que le temps n'a pas forcément les propriétés de ce qui se passe dans le temps. Ah, d'accord. Donc le temps ne ressemble peut-être pas au phénomène. Et donc, du coup, il faut peut-être le renvoyer dans le domaine de l'abstraction. Il pourrait peut-être un autre terme. Voilà. Le temps de Newton, par exemple, est un temps qui est complètement indépendant des phénomènes. Quoi qu'il se passe dans l'univers, le passage du temps newtonien n'en est pas affecté. D'accord ? C'est un truc qui s'écoule indépendamment de tout ce qui se passe en lui.
Et une fois que Newton a fait ce travail de déshabillage du temps, c'est-à-dire il l'a dépouillé de tous les attributs qui lui viennent des phénomènes, il en a fait une sorte d'épure, qu'ensuite Einstein a pu corréler à l'espace. Étienne, je vais faire une interview au philosophe sinologue François Julien. Il a écrit un très beau livre sur le temps en Chine. L'absence de temps en Chine. Les Chinois n'ont pas du concept temps. C'est-à-dire ce concept temps qui obsède les poètes, les philosophes. Mais ils ont le concept de temporalité. C'est-à-dire, ce qu'ils n'ont pas, c'est ce passage vers l'abstraction, c'est-à-dire un temps qui est une sorte de fil unitaire, homogène, dans lequel tous les événements viennent prendre date les uns après les autres. Ce temps abstrait, ils ne l'ont pas. Ce qu'ils ont, c'est l'idée de cycle, de saison, d'époque, de période, de rythme, de processus. Autrement dit, ce à quoi ils ont accès, c'est à la temporalité des choses. Et contrairement à ce que disait Bachelard, qui disait qu'on ne peut pas penser sans le concept de temps, les Chinois, qui ont une pensée comme tout le monde, ont fabriqué une philosophie qui ne s'appuie pas sur le temps homogène que l'Occident a repris à son compte. Tu dis dans le Tactique de Chronos, il y a deux philosophes ou pré-philosophes ou proto-philosophies les plus grands. C'est la base de la philosophie occidentale, Héraclite et Parménides, Héraclite et Parménide. D'un point de vue de sens commun, moi j'aurais pensé que Héraclite était le philosophe des physiciens, c'est-à-dire qu'à travers sa philosophie et sa vision du temps, on pouvait avoir un temps plus physique. Que Parménide était plutôt un physicien de la métaphysique. Mais tu dis que non, que Parménide, le temps a donné la raison à Parménide sur Héraclite. En fait, il a donné raison, la physique a donné raison un peu aux deux. D'ailleurs, quand on lit les fragments de Parménide et d'Héraclite, ils sont peu nombreux, c'est pas des livres, c'est des petits fragments. Je pense qu'inconsciemment, on fait une lecture rétrospective de ce qu'ils ont écrit à la lumière de ce qu'on a appris depuis. Autrement dit, d'ailleurs, c'est une remarque de François Julien dans l'un de ses livres, quand Héraclite parle du temps, il ne parle pas du temps physique. Qu'est-ce qu'il dit du temps, Héraclite? Alors Héraclite, il dit que finalement, toutes les choses de l'univers sont en train de changer, et elles changent tellement qu'il n'existe pas d'objet dont on puisse dire qu'il est absolument réel. On ne se baigne pas deux fois dans le même rivière. On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, etc. Mais il ajoute une chose, c'est qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est la façon dont les choses changent. Ce qu'on appelle le logos, Donc, pour dire le devenir, qui ne cesse jamais, on a le droit d'utiliser des lois qui, elles, ne changent pas. Et cette idée-là, la physique va la reprendre à son compte. C'est-à-dire que, pour dire l'histoire de l'univers, on va utiliser des lois qui n'ont pas d'histoire. Et c'est parce que ces lois n'ont pas d'histoire qu'elles permettent de raconter des histoires. Et ça, c'est une remarque qu'on a... c'est un résultat qu'on a bien compris au XXe siècle, qu'Einstein lui-même avait du mal à saisir, parce que quand Einstein a écrit les équations de la relativité générale, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution de ces équations qui étaient stationnaires. Aucune solution ne pouvait décrire un univers statique. Elle ne décrivait qu'un univers en évolution, soit en contraction, soit en dilatation. Et Einstein, comme tout le monde à l'époque, en 1915-16, pensait que l'univers n'avait pas d'histoire. Et donc il avait des lois permettant de raconter l'univers tel qu'il est, sans pouvoir raconter son histoire. Et il a fallu tout un travail sur la constante cosmologique, des découvertes en astronomie, pour se rendre compte que des lois physiques qui n'ont pas d'histoire, qui ne varient pas au cours du temps, sont néanmoins capables de raconter un processus qui évolue au cours du temps. Avant ces philosophes, le logos, il y avait le mythe. Tu racontes ce mythe qui est très beau. Les mythes grecs nous donnent une information très, très intéressante. Quelle est l'histoire de Chronos que nous dit, ou que te dit à toi l'histoire de Chronos, d'Uran et de Gaïa? Voilà, c'est le mythe grec qui raconte l'histoire du monde. On dit qu'au début, il y a toujours quelque chose. Donc le début, c'est pas l'origine absolue, on passe de rien à quelque chose, il y a toujours quelque chose qui est déjà là. Et ce qui est déjà là, c'est Gaïa, la terre, et Uranos, le ciel. Il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Et Gaïa et Uranos, qui sont des personnages mythiques, des dieux, finalement, n'ont pas d'espace, ils n'ont pas d'autre activité que sexuelle. Et donc, Uranos... Ils font l'amour, ils en permanence, et Uranos ne cesse pas de féconder Gaïa, qui donc, dans son ventre, développe des enfants, si on peut dire. Quelle horreur, pauvre Gaïa. Des titans,
des titans qui s'accumulent et ne peuvent pas sortir puisqu'il n'y a pas d'espace. Elle finit par étouffer et demande au dernier né des titans, qui s'appelle Cronos, avec un K, K-R-O-N-O-S, de la débarrasser de la tutelle paternelle qui devient envahissante. Elle fabrique une serpette qu'elle donne à Cronos qui coupe les parties génitales de son père depuis l'intérieur du ventre de sa propre mère. Donc, évidemment, Ouranos a très mal, il a un mouvement de recul, et c'est ce mouvement de recul qui crée l'espace. C'est un parricide, c'est l'origine. C'est un parricide qui crée l'espace. Ouais. Et l'espace étant créé, les titans peuvent sortir du ventre maternel et eux-mêmes engendrer. Et là, nous dit le mythe, c'est la naissance du temps. Donc, Cronos, CH, est né de l'émancipation de Cronos, le titan, par rapport à son père. Et ça veut dire que pour les mythes grecs, mais c'est vrai aussi, ça a été montré par un certain nombre de chercheurs, pour tous les autres mythes chinois, indiens, etc. Mésopotamie, etc. C'est toujours les mêmes histoires. C'est-à-dire, au début, on postule qu'au début existe un monde pré-chronique, c'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a pas de temps, et le temps n'apparaît qu'au bout d'un certain temps pour permettre l'arrivée du devenir. Et ça, c'est une idée que la physique n'a pas reprise à son compte. Pour la physique, même lorsqu'il n'y a pas de changement, il y a quand même du temps qui produit la durée, même si dans cette durée, rien de nouveau ne se passe. Par exemple, cette table, elle n'a pas évolué depuis le début de l'émission, donc elle est temporelle comme tout le reste. Ça n'est pas parce qu'elle n'a pas changé qu'elle a échappé au temps. Le seul fait qu'elle soit maintenue présente dans le présent signifie que pour elle, le temps passe. Tu as parlé du temps avant Newton. C'est-à-dire, encore, nous avons une idée du temps qui est avant la physique de Newton. Mais il y a une façon de parler du temps qui est d'avant Newton. Ouais. Mais nous avons maintenant une nouvelle physique. Il s'est passé beaucoup de choses au XXe siècle. Quelle est l'idée, la dernière idée, la plus contemporaine du temps, qui nous prête la physique par rapport à notre idée du temps? Oh, il y en a plein, mais la plus importante, elle est vieille. La plus importante idée nouvelle est vieille, si c'est celle d'Einstein. Celle qui dit, contrairement à ce que pensait Newton, Newton pensait que le temps était universel et absolu. C'est-à-dire, j'ai ma montre, vous avez votre montre, vous partez n'importe où dans l'univers, à n'importe quelle vitesse, on se retrouve plus tard, et si nos montres sont de bonne qualité, elles resteront synchronisées. Ça veut dire que la façon dont le temps passe pour vous est la même que le temps passe pour moi, quelle que soit votre position et votre mouvement dans l'univers. Et Einstein arrive en 1905 et dit, c'est faux. Vous avez votre temps propre, c'est celui qu'indique votre montre, j'ai mon temps propre. Et si nos mouvements dans l'univers sont décalés, si vous éloignez, puis revenez, etc., nos temps propres vont se décaler. Autrement dit, il y a autant de temps différents qu'il y a d'observateurs différents. Ça, c'est une idée fondamentale, c'est celle de la relativité. Et je la cite parce que bien qu'elle soit ancienne, elle a plus d'un siècle, elle n'est pas encore... Elle est difficile à comprendre. Elle est difficile à comprendre. Très difficile. Maintenant, aujourd'hui, les physiciens, pour essayer d'unifier les 4 forces fondamentales de la théorie des nature, cordes, il y a par exemple la théorie des cordes, ou bien il y a d'autres théories très prospectives, qui essaient de montrer que le temps est capable d'émerger d'un monde dans lequel il n'y a pas de temps. C'est-à-dire, si on regarde la matière à toute petite échelle, mais microscopique... Il n'y a pas du temps là-bas? Il n'y a pas la variable temps habituelle de la physique. Il y a quoi alors? Il y a des événements qui sont reliés causalement. Mais pourquoi il nous est si difficile de comprendre cette conception du temps? C'est un problème de langage, que nous sommes emprisonnés dans notre langage? Moi, je pense qu'effectivement... Ou c'est l'expérience physique? Il y a... Le langage dit le temps d'une certaine façon. D'abord, il dit, il y a le temps existe. Donc, on désigne le temps par un substantif. Le temps est une chose. Et on se pose la question, mais quelle est cette chose qu'est le temps? De quelle substance est fait le temps, puisque le temps est désigné par un substantif? Et donc la question de la nature du temps est une question dont on n'arrive pas à sortir et qui est posée par le langage que nous utilisons pour le désigner. Et je pense que notre façon de dire le temps formate notre pensée du temps, la détermine même. Par exemple, on compare le temps à un fleuve. Mais est-ce que le temps a les propriétés qu'ont les fleuves? Un fleuve s'écoule à une certaine vitesse. Est-ce que le temps a une vitesse? Une vitesse, pour un physicien, c'est une dérivée par rapport au temps. C'est-à-dire, on regarde comment la position dans le fleuve varie au cours du temps, et c'est ça qui donne la vitesse. La vitesse du temps, ça serait une dérivée du temps par rapport au temps. Donc, pour définir la vitesse du temps, il faudrait dire comment le temps, le rythme du temps, varie par rapport au rythme du temps.
Il n'y a pas de sens. On est dans une sorte de tautologie. Mhm. Donc la notion de vitesse du temps n'a pas de sens. Et pourtant, on l'utilise dans le langage courant. On dit que le temps passe de plus en plus vite, Oui. le temps s'accélère, etc. Donc on attribue au temps non seulement une vitesse, mais aussi une accélération, ce qui sont des choses qu'en physique, on n'arrive pas du tout à traduire. Mhm. Ce qui est sûr, c'est que vous avez votre temps propre, j'ai le mien. Mhm. Si on a des mouvements relatifs, nos temps propres vont se décaler, ce qui ne voudra pas dire que mon temps, par exemple, se sera écoulé plus vite pour moi que pour vous. Mhm. Donc le langage nous piège d'une certaine façon, et il me semble que la première tâche du physicien, c'est de voir en quoi les résultats de la physique devraient modifier notre façon de dire le temps. Est-ce que vous êtes intéressé à ouvrir un dialogue entre la physique, par exemple, et les philosophes? Beaucoup de scientifiques critiquent les philosophes, qui sont un peu fainéants, et qu'ils ne prennent pas les thèmes, les révolutions qui sont passées en physique du XXe siècle, continuent dans une philosophie. Quelle est votre expérience avec la philosophie? Quel est le dialogue possible entre physique et philosophie? Moi, je me suis mis dans la position la plus inconfortable, c'est-à-dire la question du temps. J'essaie de la traiter à la lumière de la physique, mais aussi à la lumière de la philosophie. Parce qu'il me semble que, quand on s'intéresse à cette question, il y a deux pièges qui sont en fait deux facilités. Il y a la facilité pour les philosophes, et il y a la facilité pour les scientifiques. Quelle est la facilité pour les philosophes? Ça consiste à dire, mais finalement, la question du temps a été résolue par tel grand penseur. Alors, selon les cas, on citera Heidegger, Husserl, Kant, etc. On dira, voilà, ce gars-là, il a réglé le problème. Bon. Et tout le reste n'est que périphrase. Et puis, chez les physiciens, il y en a beaucoup qui pensent que le temps, c'est le paramètre petit t qu'il y a dans les équations, et le fait d'avoir mathématisé le temps, finalement, épuise toutes les questions que nous pouvons nous poser à son sujet. Or, le fait d'avoir mathématisé le temps laisse certaines questions ouvertes et en pose même de nouvelles. Et donc, moi, je pense que la bonne stratégie consiste à organiser une sorte de dialogue critique entre physiciens et philosophes, parce qu'il me semble qu'au XXe siècle, notamment, la physique a produit des résultats qui correspondent à ce que j'appelais tout à l'heure des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire que si un philosophe traite de la question du temps sans jamais tenir compte de la théorie de la relativité, ou bien la découverte dans l'antimatière qui dit des choses sur le temps, il va perdre des informations. Et la pensée tout entière va passer à côté d'un élément fondamental pour elle. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples de ce dialogue où un philosophe et un physicien? Par exemple, je pense, vous donnez l'exemple, Bergson versus Einstein. Là, il y a un exemple. Bon, alors, cet exemple est très bon parce qu'ils se sont effectivement rencontrés à Paris en 1922. Le philosophe et le physicien. Et ils se sont mal compris. D'abord parce que Einstein ne parlait pas français, Bergson comprenait mal l'allemand. Donc il y a une sorte de malentendu qui a fait couler beaucoup d'encre par la suite. Mais en gros, ce que disait Bergson, c'est que les physiciens, en mathématisant le temps, le réduisent à l'espace. Ils le spatialisent. Et du coup, ils perdent dans cette opération ce qui fait l'essence même du temps, qui est de produire de la nouveauté. D'accord ? Et donc, ce que Bergson reproche à Einstein et aux physiciens en général, c'est, dans cette opération de mathématisation, de perdre au passage ce qui fait la nature propre du temps, qui le distingue de l'espace. Et en fait, il n'avait pas tout à fait tort, c'est-à-dire que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir mathématisé le temps laisse certaines questions ouvertes. Par exemple, quand on trace l'axe des temps, qu'on soit banquier ou n'importe quoi d'autre, pour montrer simplement le cours du temps, on met une petite flèche. Cette petite flèche est là pour signifier que le temps avance dans un sens déterminé. Mais qu'est-ce qui fait qu'il avance ? Quel est le moteur du temps? Qu'est-ce qui fait que le temps est condamné à toujours changer de position? C'est pas un moteur immobile, comme disait Aristote, non? Alors que dans l'espace, on peut garder la même position. Pourquoi dans le temps, on ne peut pas garder la même position? Eh bien, la physique, jusqu'à récemment, ne se posait pas cette question. Elle prenait acte de l'existence d'un moteur en mettant la petite flèche, sans préciser quelle était la nature de ce moteur. Et aujourd'hui, il y a des physiciens qui commencent à aborder cette question et essaient de montrer que le moteur du temps peut être dérivé d'un monde plus profond dans lequel il n'y a pas de moteur du temps. Et finalement, le temps, avec son moteur, apparaît à une certaine échelle de distance.
C'est un peu comme la télévision, justement. Quand vous regardez votre écran de télévision de très près, il n'y a pas de couleur, il n'y a que des points blancs sur un fond noir. Il n'y a pas de couleur. Et quand vous prenez du recul, les couleurs apparaissent. Donc les couleurs sont liées au fait que vous vous êtes éloigné de l'écran. Eh bien, l'idée que certains physiciens explorent, c'est l'idée que quand on regarde les choses à l'échelle infiniment petite, il n'y a pas de temps. Mais quand on regarde les choses à plus grande échelle, on voit apparaître le temps lisse et continu de la physique. Et donc, le temps serait une propriété qui émergerait d'un monde plus profond, dans lequel il n'y a pas de temps. Le temps cosmologique serait peut-être l'échelle... C'est l'échelle de Planck, comme on dit. C'est une physique très prospective. Ça n'a pas abouti encore. Je ne peux pas vous dire, il a été démontré que. Mais il y a des pistes de recherche qui sont intéressantes de ce point de vue. C'est-à-dire, au lieu de considérer que le temps est un concept primitif, c'est-à-dire on en prend acte parce qu'il est évident qu'il est là, il devient un concept dérivé de notions plus profondes que lui-même. Vous dites, dans le chapitre 13, vous dites... Le maintenant, l'aujourd'hui peut-être, se dit adieu à l'univers, c'est la fin du maintenant. Je lis en español, el ahora se despide del universo. Un buen día, gracias a un cierto Albert Einstein, la física acercó al tiempo y al espacio y viceversa. Pronto se vio que aquella nueva alianza constituía una verdadera revolución que causaba incluso algunas bajas en el campo de los prejuicios. Por ejemplo, y de forma notoria, el hasta ahora entonces absoluto concepto de simultaneidad perdió de golpe todos los títulos. La simultanéité, c'est la première victime de la révolution, de la relativité. Oui, parce que avant, on pensait que si moi je vois deux événements simultanés, c'est-à-dire qui se produisent en même temps, cette simultanéité sera vue par n'importe quel autre observateur. Et Einstein a montré que non. Si moi je vois deux événements simultanés, par exemple deux lampes qui s'allument ici devant moi, et bien pour un autre observateur, ça sera d'abord celle-ci qui s'allumera, puis celle-là, puis pour un autre, ça sera celle-ci d'abord, puis celle-là. Autrement dit, la chronologie même des événements peut dépendre de l'observateur. Et du coup, l'idée même de maintenant devient une idée qui n'est plus absolue. Puisque quand vous regardez l'univers, les étoiles par exemple, vous avez tendance à dire, mais je les vois telles qu'elles sont maintenant. En fait non, vous les voyez telles qu'elles étaient au moment où elles envoyaient la lumière que vous recevez. Et donc il est impossible de voir l'instant présent de l'univers. C'est ça la question du poète au début, du poète chilien, c'est-à-dire, quel est l'aujourd'hui réellement unique? Donc il n'est pas si loin de Einstein. Quel est vraiment l'aujourd'hui vraiment unique? Ça c'est une grande question aussi, qui d'ailleurs a troublé Einstein à la fin de sa vie, parce que en physique, l'instant présent, le maintenant, qui pour nous évidemment est fondamental, parce que c'est notre maintenant, n'a pas d'existence vraiment singulière. Tout instant en vaut un autre. Donc qu'est-ce qui fait que pour nous, l'instant présent est si singulier, alors que la physique a tendance à banaliser tous les instants? Il y a une autre idée que j'ai trouvée très belle et très intéressante, poétique, mais c'est de la physique. Vous parlez que nous sommes un peu fainéants et que la raison je suis en train de traduire, la razón, esto explica la razón de que no sintamos el fulgor del instante presente. Tal como lo experimentamos, el presente no muestra jamás el filo de un destello. Todo parece ocurrir como si en nuestra propia percepción consciente del mundo, nuestra conciencia introdujese un cierto coeficiente de desidia o de flojera para con la vida y así borrar en parte ese destello del presente. C'est-à-dire, nous n'avons pas l'expérience, comment dire, l'extase du temps absolu, mais dans le présent. Le temps, le présent est toujours envahi par le passé, par le futur, etc. Ce qui est la grosse différence entre le temps physique et le temps tel que nous le percevons, c'est que pour le temps physique, chaque instant présent est singulier et il ne coexiste pas avec les instants qui le précèdent ni avec ceux qui le suivent. Alors que notre conscience, elle, rétablit une sorte de continuité. C'était d'ailleurs une des grandes remarques d'Husserl, montrer que la conscience intègre sur le temps et perçoit en même temps plusieurs instants qui physiquement ne coexistent pas. Et d'autre part, on n'a pas facilement la capacité d'être dans le présent. On est toujours, par la conscience, sollicité par l'avenir, par exemple, parce qu'on va devoir faire, etc., ou bien par le souvenir de ce qui a précédé. Et donc, notre conscience du présent est en général toujours décalée par rapport au présent lui-même.
C'est ce que Bergson appelait le coefficient d'inattention à la vie. C'est beau ça. Hein, on est une sorte de flottement par rapport au présent qui fait que notre conscience se décale du temps physique. C'est-à-dire peut-être les seuls qui sont dans le présent, ce sont les mystiques, les grands mystiques et les physiciens. Non, parce que les physiciens, ils sont comme tout le monde maintenant, ils sont débordés. Ah d'accord. Et le fait d'être débordé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le futur, ou l'idée que vous avez du futur, les tâches que vous avez à accomplir dans le futur, viennent faire pression sur votre temps présent et viennent le contaminer par le futur. Et donc, toutes les personnes débordées, et les physiciens le sont dans l'incapacité d'être dans le présent. Alors vous avez cité les contemplatifs, sans doute qu'eux travaillent ce rapport au temps direct, mais c'est parce qu'ils sont au cœur du présent qu'on dit aussi qu'ils sont dans l'éternité. C'est-à-dire que l'éternité, au lieu d'être quelque chose qui vient après le temps, ce n'est pas un au-delà. Et c'est pas un au-delà du temps, c'est quelque chose qui est au contraire au cœur du présent, et c'est ça que les poètes ont dit. C'est peut-être l'ici qui est vécu dans toute son intensité et profondeur. D'ailleurs, on parle d'instant d'éternité. Instant d'éternité. Il y a René Char qui l'a dit d'une manière très belle, c'est dommage en espagnol, mais quand il parle de l'éclair, non je vais essayer de le chercher, non, je ne le trouve pas. C'est au début? Non, c'était justement dans le chapitre, il y a l'éternité dans l'éclair. Ah oui, oui. C'est un vers merveilleux, mais je n'arrive pas à trouver. Je le sais plus par cœur. Moi non plus. Je le savais avant. La mémoire et le temps. Mais il y en a un autre. Je cherche Char et je vais lire Baudelaire. À propos, nous revenons sur ça, sur Char, Étienne. Baudelaire, que vous connaissez très bien, c'est peut-être le plus grand poète du 19e siècle, si vous êtes d'accord, comme lecteur. Il y a une certaine concurrence au 19e siècle, hein, mais on peut dire que c'est l'un des plus grands, oui. Il a écrit Les Fleurs du Mal, et au lecteur, qui est le premier poème, à la fin du poème, il parle des grands ennemis, des chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les septons, les monstres. Mais il y a un monstre qui est plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. En espagnol, c'est peut-être hay muchos monstruos terribles, chacales, panteras, linces, monos, escorpiones, serpientes, pero hay uno más horrible, más malo, más inmundo, aunque no dé grandes gritos ni haga grandes gestos, haría de la tierra un desierto y en un bostezo devoraría el mundo. Es el aburrimiento, el tedio. On peut parler de l'ennui. L'ennui, il y a une manière positive de voir l'ennui. Oui, là, il présente la façon négative, mais l'ennui, le véritable ennui, l'ennui mortel, est une situation dans laquelle le temps physique nous apparaît tel qu'il est. C'est-à-dire que, d'ordinaire, quand on ne s'ennuie pas, quand on est actif, quand on est passionné, le temps se trouve contaminé par les phénomènes temporels. Et il me semble que l'expérience de l'ennui agit comme une sorte de chalumeau qui va brûler autour du temps tout ce qui ne lui appartient pas en propre. Et donc, il me semble que notre rapport au temps dans les circonstances d'ennui est un rapport direct. Le temps psychologique devient le temps physique. Il n'y a plus cette marge qui est... Décalage, il n'y a plus de décalage. Donc c'est une expérience métaphysique, l'ennui, à ce titre-là. C'est Heidegger qui parlait justement de l'ennui comme c'était justement un pas pour arriver à l'angoisse, et l'angoisse c'est la conscience de l'être, etc. Et le temps du point de vue de Heidegger, je sais que Heidegger c'est difficile et complexe à expliquer dans la télévision en 3 minutes, mais si nous comparons la notion de temps en Heidegger, il a écrit l'être et le temps, la notion de Heidegger de le temps et le temps du point de vue physique contemporain. Disons pour Heidegger, le vrai temps, c'est le temps humain. C'est d'ailleurs ce qu'il appelle la finitude du Dasein. Le vrai temps, c'est celui par lequel nous percevons que nous allons mourir. Et donc pour Heidegger, le temps, c'est cette chose qui corrode nos existences jusqu'à nous conduire à la mort. Et donc pour lui, le temps physique, qui lui survit à la vie de chacun d'entre nous, à la mort de chacun d'entre nous, ce temps physique était une sorte d'idéalité qui ne dit rien de l'homme, qui dit des choses peut-être de la nature et de l'univers, mais qui ne dit rien de notre rapport personnel, de l'expérience du temps. Que sont les caones? Je ne sais pas comment traduire en espagnol. Il y a un chapitre qui dit La banda de los caones
pone el tiempo para arriba. Les kaons, c'est des particules très petites, très bizarres aussi. C'est des particules qu'on appelle les particules étranges. Et elles ont beaucoup intéressé les physiciens depuis une vingtaine d'années, par le fait que ce sont des particules qui ne se comportent pas comme leurs antiparticules. Or, d'habitude, une particule et une antiparticule, elles obéissent aux mêmes lois physiques. Là, il y a une petite différence. Et cette petite différence qui a été mesurée avec une grande précision semble nous dire des choses importantes sur le temps au niveau microscopique. Il se pourrait que dans ces processus-là, il y ait ce qu'on appelle une flèche du temps microscopique, c'est-à-dire un processus qui nous permet de séparer le passé de l'avenir, alors que la physique classique a du mal à faire cette séparation. Donc, en gros, ce sont des expériences qui ont été faites au CERN, à Genève, avec un gros accélérateur de particules. D'accord. Et leur étude a conduit à dire que pour un physicien, finalement, le temps, c'est cette chose dans laquelle nous ne pouvons pas voyager. Autrement dit, on n'a pas une définition positive du temps. On définit le temps... On sait que ce n'est pas le temps. Voilà, on sait que dans le temps, on ne peut pas voyager. C'est ça qui le définit, finalement. Vous ne pouvez pas voyager dans votre temps propre. Vous êtes emprisonné dans l'instant présent et vous ne pouvez pas modifier votre position personnelle dans l'écoulement du temps. Tu as parlé de l'énergie. Tu es un scientifique qui travaille non seulement dans la théorie et dans un dialogue avec la philosophie, la poésie, etc., mais tu travailles dans un laboratoire, dans un commissariat de l'énergie. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Le commissariat à l'énergie atomique, c'est un gros organisme de recherche en France qui a conçu le nucléaire dans les années 60-70. Donc toutes les centrales nucléaires ont été étudiées ici, mais moi je suis dans la partie où on fait de la physique fondamentale. Donc on est plutôt des physiciens qui travaillons auprès des grands accélérateurs de particules pour faire des collisions de particules à haute énergie. Et quand on fait des collisions de particules à haute énergie, on recrée dans le présent, de façon fugitive, les conditions physiques du passé primordial, de l'univers primordial. C'est émouvant, ça. Donc on remonte, c'est pas qu'on remonte le temps, mais on recrée dans le présent les conditions physiques d'il y a 15 milliards d'années. Et donc on voit apparaître des particules qui étaient là quand l'univers était très chaud, qui n'existent plus dans l'univers d'aujourd'hui, mais qu'on peut recréer en transformant l'énergie des collisions en masse, E égale mc2. Donc l'énergie de la collision devient de la matière et on voit des nouvelles particules apparaître. Et en étudiant ces nouvelles particules, on comprend mieux ce qui s'est passé au tout début de l'univers. C'est un beau travail. Moi, ça me passionne. C'est passionnant. Ça me passionne. C'est des expériences qui, pour l'univers, correspondent à des cures de jouvence. C'est-à-dire, on lui fait revivre des choses qu'il n'a pas vécues depuis 15 milliards d'années, grâce à l'argent des contribuables. La nostalgie. La nostalgie du temps. Non, mais c'est ça qui est marrant dans l'univers, c'est qu'il n'a pas changé ses lois physiques. Par contre, il a changé ses conditions physiques. Aujourd'hui, l'univers est froid, et donc il ne peut plus créer de particules massives. Il n'a pas assez d'énergie pour faire de la masse grâce à E égale mc2. Donc nous, on lui donne localement de l'énergie, ça lui rappelle sa jeunesse, E égale mc2, il crée des particules très lourdes, très instables, qui se désintègrent aussitôt, et qu'il pouvait créer en abondance il y a 15 milliards d'années. Tu as écrit un très beau livre, j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle « Il était 7 fois la révolution ». Era 7 veces la révolution. Albert Einstein y los otros. Et tu dis ici que algunas revoluciones han sido lentas y no hicieron correr sangre. Entre 1925 y 1935, la física conoció un cambio tan grande, los átomos, estos pequeños granos de materia descubierto algunos años antes, no obedecían más a las leyes de la física cuántica. Y todo este cambio, esta revolución, fue hecha por personas originales, determinadas, patéticas a veces. Estos hombres tuvieron el común haber buscado cada uno genios, haber sido cada uno genios, dispersados en los 4 rincones de Europa, en Cambridge, Copenhague, Viena, Göttingen, Zurich. Ellos se encontraron regularmente y cambiaron el mundo. Donc on parle ici de cette époque d'or de la physique contemporaine. On n'a pas le temps de parler de tous ces physiciens, mais il y en a deux que je n'ai beaucoup aimé et je voudrais parler un peu. D'abord Paul Dirac. Paul Dirac qui est obsédé, c'est un physicien qui est obsédé par la beauté silencieuse du monde. Et après, il y en a un autre qui est vraiment un personnage de roman, c'est Majorana, c'est un physicien italien. Peut-être on peut parler à travers de
de ce que c'est un physicien. Normalement, on pourrait avoir l'idée d'un physicien qui est une personne froide, cérébrale, mais on voit ici que les physiciens, ce sont des gens très passionnés. Et même des théories ont été faites dans des circonstances... Voilà, c'est des gens, c'était une quinzaine de personnes, des théoriciens, qui entre 1923 et 32 ont complètement refondé la physique pour l'adapter au monde de l'infiniment petit, de l'atome qu'on venait de découvrir. Et ils avaient compris que le monde des particules n'est pas régi par les mêmes lois physiques que celles qui régissent le monde quotidien. Ils étaient très jeunes. Ils étaient très jeunes. 22, 23 ans. Ils sont venus à la physique grâce à Einstein en 1919, qui faisait la une des journaux. Ils se sont rendus compte que là, il se passait quelque chose d'important en physique. Et c'est ça qui les a amenés vers la physique théorique et vers l'atome par la suite. Et ils ont fait un travail absolument incroyable. Et moi, j'ai beaucoup travaillé leurs articles, leurs travaux, leurs biographies. Et je ne comprends toujours pas comment quelques personnes si peu nombreuses ont pu inventer des concepts qui n'ont pas de contrepartie dans la vie courante et fonder une nouvelle théorie qui fonctionne encore aujourd'hui. Alors effectivement, parmi eux, il y a Paul Dirac, un Anglais laconique qui parlait très peu. Montre-le un peu, faire un petit portrait de Dirac. C'est quelqu'un qui parlait en répondant par oui ou par non aux questions qu'on nous posait. Il y a des histoires très plein d'histoires très drôles. Oui, par exemple, une peut-être. Il ne voulait dire que des choses vraies. Tout imprécision. C'est comme un Wittgenstein de la physique. Il pensait que le langage, c'était pas du tout fait pour créer du lien entre les personnes, c'était pour dire la vérité. Alors évidemment, quand on a cette conception du langage, on fait attention à ce qu'on dit. Et il y a une anecdote que j'adore, il était avec Paoli, un des autres grands physiciens de cette époque, dans un train en Angleterre. Et tout le monde savait, Paoli le premier, que Dirac ne parlait pas. Donc on avait du mal à engager la conversation avec lui. Et au bout d'une heure de trajet, Paoli se risque à engager la conversation avec Dirac en voyant que, par la fenêtre, que dans les prairies, il y a des moutons. Alors il dit à Dirac, regardez Dirac, on voit des moutons, on dirait qu'ils ont été fraîchement tondus. Dirac regarde et se tourne vers Paoli et dit, oui, au moins de ce côté-ci. Comme on ne voit pas l'autre côté des moutons, on n'a pas le droit de dire qu'ils ont été tondus aussi de l'autre côté. Oui, cette sorte de rigueur presque obsessionnelle. Mais c'est un type qui pensait que les lois du monde pouvaient s'exprimer à partir d'équations mathématiques qui sont belles. Et qu'est-ce que c'est la beauté pour Dirac? Alors pour lui, alors quand on lui posait la question, il disait, si vous êtes mathématicien, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, si vous ne l'êtes pas, je ne peux pas vous l'expliquer. En gros, c'est des équations qui résistent à des transformations, qui sont robustes, c'est-à-dire qui sont invariantes quand on exerce sur elles des transformations diverses. Il y a un article qui était connu, l'article de 1925, qui, selon toi, il a pointé la différence entre le formalisme des physiciens quantiques et de la physique classique. Quel est Parce qu'en fait, en 25, il y avait deux théories concurrentes en physique quantique. Il y avait celle de Heisenberg et puis celle de Schrödinger. Il y avait ce qu'on appelait la mécanique des matrices et puis la mécanique ondulatoire de Schrödinger. Et Schrödinger disait à Heisenberg, ta physique est vraiment horrible, inacceptable, c'est une monstruosité. Heisenberg disait à Schrödinger, mais ta physique est épouvantable, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Dirac a comparé les deux et a vu que c'était la même physique. C'était deux formalismes différents qui permettaient de faire les mêmes prédictions sur les expériences. Donc elles étaient équivalentes. Donc vous voyez que la beauté est quelque chose d'assez subjectif. Mais qu'il y a beauté, ça ne veut rien dire qu'il y a de vérité. Exactement, ce n'est pas parce que des équations sont mathématiquement belles qu'elles sont physiquement vraies. On connaît des tas d'équations magnifiques qui sont physiquement fausses. Dirac, tu compares Dirac à Mallarmé dans la poésie, ce poète qui est obsédé pour arriver à l'azur, pour créer cette langue pure, ce langage pur, le langage de la tribu. Pourquoi Mallarmé et Dirac? Parce qu'ils visaient tous les deux, par des voies évidemment différentes, une sorte de pureté du langage. Pour Dirac, cette pureté vise à dire la vérité. Pour Mallarmé, c'était plutôt la forme pure, l'être finalement. Et donc ces deux démarches qui se rejoignent dans les objectifs, mais évidemment se distinguent par la forme qu'elles prennent. Mais je les trouve quand même en résonance l'une par rapport à l'autre. Je pense à Wittgenstein quand je pense à Dirac aussi. Cette obsession pour purifier le langage, pour une certaine hygiénie de tout. Hein? Oui, c'est l'idée que Einstein avait à peu près la même idée, c'est que finalement nos façons de parler, c'est des trucs qui ne disent rien du monde, et la seule quête qui soit digne d'intérêt,
c'est celle qui vise la vérité de ce qui n'est pas humain. Tu aimes le roman? J'ai beaucoup aimé, mais je dois dire... Tu as écrit des romans? J'ai écrit des nouvelles. Des nouvelles? Mais tu devrais écrire la nouvelle de Majorana. Alors Majorana, c'est le personnage qui est évidemment le plus fascinant de tous, même si c'est le moins connu. J'ai pu me rendre compte qu'il est moins connu que les autres. Mais autant les autres sont des génies incontestables, mais on arrive à reconstruire quelques étapes de leur raisonnement. Paoli, Schrödinger, Heisenberg sont des gens qui ont tellement écrit sur leurs travaux qu'on arrive à refaire le chemin, en tout cas une partie du chemin avec eux. Majorana, non. Majorana, c'est un extraterrestre. Il est né en 1906. On a fêté d'ailleurs le 100e anniversaire de sa naissance en octobre dernier à Catane, sa ville de naissance en Sicile. Et ce gars-là est un ovni, c'est-à-dire il a disparu à 31 ans. En fait, il a cessé de travailler en 1933 et il est mort en 1930. Enfin, il a disparu. On ne sait pas s'il est mort. Il a disparu en 1938. Et en quelques années, il a produit des milliers de pages d'articles, de travaux, etc., dont certains correspondaient à des travaux qui avaient 40 ans d'avance. Mais donc, c'est peut-être un Rimbaud de la physique qui abandonne la physique comme Rimbaud abandonne. En fait, il a fait un voyage en Allemagne, qui devenait nazi à cette époque-là. Ça l'a complètement tourmenté, chamboulé. Et quand il est rentré à Rome, dans l'équipe de Fermi, qu'il avait accueilli quelques années auparavant, il a cessé de faire la physique. Il est resté chez lui, prosté, il s'est laissé pousser la barbe. Il n'a plus du tout travaillé. Et en 1937, ses amis lui ont trouvé un poste à l'université de Naples pour qu'il reprenne un peu d'activité. Mais il n'a pas supporté ça. Et il a annoncé son suicide au directeur de l'Institut de Naples. On ne sait pas s'il s'est suicidé, on soupçonne que oui. On n'a jamais retrouvé son corps. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il s'est arrangé pour envoyer des messages vers le futur. C'est-à-dire qu'il avait compris que ses travaux... Des messages vers le futur? Des messages au sens où ses travaux ne pouvaient pas être compris par les physiciens de son époque. C'est contemporain. Donc il a laissé des textes à ses étudiants, en leur disant relisez ça, puis vous le rangerez, etc. Et on a retrouvé certains de ces textes des années plus tard. Et il y en a un notamment qui a été retrouvé en 2005. C'est 10 pages écrites en français qu'il a remises à l'un de ses étudiants le jour de sa disparition. Cet étudiant s'appelait Senatore. Et dans ces 10 pages, on trouve ce qu'on appelle le Lagrangien de l'électrodynamique quantique, la théorie qui a été découverte par Feynman dans les années 60. Donc, ce type-là avait compris la physique de la fin du XXe siècle. Et donc c'est un monstre de génie, si vous voulez. Incroyable. Étienne, le temps, c'est notre ennemi, qui nous ronge le cœur, comme dit Baudelaire, es notre enemigo qui nos devora el corazón. Le temps a passé, malgré ce que disent les physiciens, el tiempo ha pasado. Nous sommes à la fin de l'émission. Il y a beaucoup de questions que je voudrais te dire, mais j'ai été très touché par le dernier chapitre de ton livre, Las tácticas de Cronos, les tactiques de Cronos. Un très beau livre qui a eu un succès incroyable pour être un livre scientifique. Je ne sais pas combien d'exemplaires se sont vendus de ce livre. Moi, je ne vois pas 10 000, 12 000. C'est beaucoup, 10 000 personnes lisant de la physique, c'est merveilleux. C'est le titre de ce chapitre, tu dis, est-ce que la physique a oublié la mort? ¿Se ha olvidado la física de la muerte? Pourquoi la physique a oublié la mort? C'est-à-dire que pour nous, la mort, évidemment, c'est l'événement fondamental. On est sûr qu'elle va arriver. Et d'ailleurs, on a tendance à lire notre propre vie comme une sorte d'anticipation de la mort. La mort corrode notre existence jusqu'à l'achever. Et on rend le temps responsable de ça. Comme si, alors que nous sommes vivants, nous étions déjà en train de mourir à cause du temps. Ça, c'est un peu la conception de Heidegger, d'ailleurs. Moi, je préfère Lévinas. Et Manuel Levinas. C'est-à-dire, conception qui consiste à dire, le temps n'est pas en train de nous tuer. Nous vivons dans le temps, et la mort n'est qu'un moment du futur. C'est pas quelque chose qui est déjà là en train d'abîmer notre présent. Nous mourrons un jour, soit, mais c'est le temps qui nous est donné qui va nous permettre de sculpter notre identité. Donc le temps, il est là pour servir notre propre vitalité, et ce n'est pas du tout l'instrument de la morbidité. C'est Tarkovsky, un régisseur russe, qui a écrit un beau livre qui s'appelle « Sculpté dans le temps ». Il allait mourir de cancer, et j'ai beaucoup aimé ce résumé de sa vie et de son cinéma. Étienne,
Bon, c'est une première approche au Chili. Nous voudrions bien t'inviter un jour, que tu puisses aller connaître les physiciens chiliens Et les montagnes chiliennes. et les montagnes. La physique, c'est une sorte d'alpinisme aussi, non? Moi, je suis alpiniste avant tout. Ah oui? La physique, c'est pour me divertir. Ah d'accord. Mais c'est la vraie passion, c'est la montagne. Alors, je sais qu'au Chili, il y a des sommets montagnes. magnifiques. Ces montagnes t'attendent. Je te remercie beaucoup d'être venu ici à C'est moi qui vous Brie-sur-Marne, remercie. à Lima, à cette émission extraordinaire de Une beauté de nouveau de pensée, pour parler du temps. Bonjour à Et je mets ma montre, tout le public chilien. et je sais maintenant que ma montre ne me dit pas le temps. Ça n'est pas important, la montre. Merci beaucoup, Étienne. Merci.